Salut à tous. Dans la vie, il n'y a pas que la street. Sur le terre-terre, sur le TX, dans la TES, il n'y a pas que la street. Bienvenue dans notre nouveau concept. Il n'y a pas que la street, vous avez compris le nom du coup. L'aventure commence maintenant. Et ce qu'on va essayer de faire au cours de ces lives qu'on vous propose avec Samara Facilities et également avec le département du 93 in Seine-Saint-Denis, la marque de territoire, c'est de vous proposer à la fois la mise en avant des initiatives, mais également des débats de société comme celui d'aujourd'hui, avec ce titre un peu provocateur, moi aussi je suis français. Alors je vais dire pourquoi on se pose cette question, on va développer ce thème-là avec comme idée finalement, comme filigrane de cette discussion, le fait de savoir comment le passé parfois douloureux, parfois triste, parfois tragique, et pas toujours assumé d'ailleurs, de la France vis-à-vis par exemple de ces anciennes colonies, a un impact sur la façon dont les personnes issues de la diversité ou les personnes d'origine étrangère se sentent françaises ou moins françaises. D'ailleurs, on aura l'occasion de l'évoquer avec nos invités ici présents. Pascal Blanchard, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, chercheur au CNRS, on vous voit dans pas mal d'émissions de télévision notamment. Vous êtes l'un des grands experts en termes de l'immigration, du fait migratoire d'une manière générale. Et Aïssata Seck, bonjour. Bonjour. Désolé, je n'ai pas fait honneur aux dames. C'est pas grave. On a encore du travail sur l'égalité femmes-hommes, on va y arriver. C'est ça, le On en parlera après l'émission. premier taquet, ça commence bien. Le premier taquet au bout de l'émission. Tu m'habitues à mieux. Ouais, je sais, déception dès le début. Vous êtes conseiller régional ici en Ile-de-France. Et également, que je reprenne le nom exact pour pas me tromper, pour pas commettre d'impair justement, présidente de l'association pour la mémoire et l'histoire des tirailleurs sénégalais. Il y a beaucoup d'actualités en ce moment sur ce sujet. On aura l'occasion d'y revenir avec vous deux, mais également avec vous tous, chers amis, car oui, c'est une émission interactive pendant cette heure qu'on va passer ensemble. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à partager, bien sûr, à liker et bien sûr à poser vos questions aux invités. Moi, j'ai le petit écran qui se trouve juste là et où vous pourrez justement intervenir directement avec nous. Je salue déjà Odys et Anan qui sont avec nous et qui nous saluent. Voilà, n'hésitez pas, on passera aussi les dédicaces tout au long de cette émission. Un concept qui est né grâce à Samara Facilities et à Sarah Ouattara qui sont de l'autre côté de la caméra, très actives à suivre ce qui se passe actuellement sur les réseaux. En gros, l'idée c'était de sortir finalement de la période de confinement ou l'événementiel, le domaine dans lequel s'était arrêté, pour justement proposer des débats de société, sortir un peu de l'événementiel qui était bloqué, comme chacun sait, pendant la période de coronavirus. Et donc, elle a eu cette idée de proposer des débats de société notamment, et après quelques expériences positives, on s'est dit pourquoi pas aller voir d'autres partenaires et justement aller voir un peu plus large tout en ayant cette démarche très positive. Et c'est comme ça qu'on se retrouve ici dans cette émission. Il n'y a pas que la street, en partenariat, je le disais, avec in Seine-Saint-Denis, la marque de territoire. Ils sont juste derrière en plus, donc ça me permet de bien dire ce qu'il faut. En tout cas, leur but, c'est de mettre en valeur le territoire, bien sûr, du 9-3, du 93, mais aussi de bousculer les représentations et combattre les stéréotypes. Et c'est justement notre mission également qu'on va partager tout au long de ces lives. On va commencer sans plus attendre, puisqu'on a à peu près 3 quarts d'heure devant nous, avec la première partie. Et l'actualité, je le disais, c'est notamment la sortie du film Tirailleurs, le film d'Omar Sy, qui a rencontré un très grand succès, plus d'1 million d'entrées déjà dans les salles de cinéma. Et ce film, porté par l'une des personnalités préférées des Français, a permis justement de mettre en lumière ces questions de tirailleurs. Aïssata, je sais que vous êtes à la pointe sur la lutte pour la reconnaissance des droits des tirailleurs. Ma question va être simple, parce que ce genre de film, c'est un bon moyen de sensibiliser le grand public et le jeune public également à cette histoire douloureuse et pas toujours connue. Oui, le film Tirailleurs je vais citer quand même le réalisateur Mathieu Vadepied, parce que c'est quand même une des premières personnes qui a travaillé depuis plus de 10 ans sur le contenu de ce film et sur le scénario. Oui, c'est forcément un film qui sensibilise, c'est un film qui est pour moi, à mon sens, aujourd'hui un outil pédagogique, parce que l'histoire des tirailleurs sénégalais, l'histoire, en fait, le fait colonial, est encore une histoire peu connue aujourd'hui des citoyens français. Et c'est vrai que d'avoir un film grand public qui traite de cette question-là, en tout cas de l'histoire des tirailleurs pendant la Première Guerre mondiale, même s'il y a eu plein de faits autour de ces sujets, permet en tout cas de sensibiliser l'opinion publique. Et pour moi, ça a été extrêmement important d'avoir un film comme celui-ci. D'une part parce que ça permet de faire tout le travail de mémoire que les chercheurs historiens font
aussi à travers l'art et la culture. Et ça permet aussi à nous, militants associatifs, qui militons depuis un certain nombre d'années, notamment sur la question de reconnaissance, sur les questions de droit, d'avoir un outil pédagogique supplémentaire pour défendre ce qu'on a à défendre. Donc oui, pour moi, c'est un film qui a toute sa place dans la sphère publique, et surtout, ce qu'il est important vraiment de retenir de ce film, c'est qu'on a eu beaucoup de jeunes dans les salles de cinéma pleines. Moi, j'ai fait beaucoup d'interventions, de conférences à l'issue de ces films, parfois avec le réalisateur. Omar en a fait beaucoup, Pascal aussi en a fait. Et tout ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait beaucoup de jeunes. Et ça, c'est extrêmement important. C'est nécessaire, ça veut dire que le pari risqué qui a été fait de faire un film comme celui-ci, où on parle à 80% en Peul, a été un pari réussi parce que les salles de cinéma étaient pleines. Et aujourd'hui, plus d'1,5 million d'entrées. Pour un film comme celui-ci, c'est énorme. Je disais par rapport au thème, moi aussi je suis français. Tu parlais des jeunes justement qui sont des passeurs d'ombre dans les salles de cinéma. Pascal Blanchard, est-ce que ce genre de regard, de voir la réalité en face finalement, dans les bons côtés comme les moins bons côtés, et surtout dans le cadre de Tirailleurs, de l'action de la France la manque d'action d'ailleurs de la France pour ces personnes qui ont combattu pour la France lors des 2 guerres mondiales, en quoi justement solder le passé en quelque chose ou avoir un regard plus pertinent sur le passé permet de mieux aborder notre identité en tant que Français, notamment pour les personnes d'origine étrangère? Marcy donnait une réponse qui était intéressante quand un journaliste lui demandait mais pourquoi vous vous intéressez à une histoire d'avant l'arrivée de vos parents en France? Il disait peut-être parce que cette histoire française et cette histoire africaine, elle fait partie aujourd'hui de ce que je dois enseigner à mes enfants quand ils vivent en France. C'est-à-dire que nous sommes constitutifs d'un récit qui est beaucoup plus complexe que simplement le récit de nos parents, qui est lié aussi au récit sur un territoire où on vit. Et on est français, donc si on est français, on regarde cette histoire. Donc ce film, il a à la fois une véritable capacité pour ceux qui sont issus, bien sûr, de ces récits venant d'Afrique de l'Ouest, par exemple, mais beaucoup plus large. Il est issu de notre histoire collective. Il explique notre présent parce qu'il raconte comment, dans le passé, notre histoire a commencé il y a bien plus longtemps, et bien souvent bien avant que soi-même, ou ses parents, ou ses grands-parents en soient arrivés dans le pays. Donc ça permet d'arriver à poser des jalons. Et ce sont des sujets, comme vous l'avez dit, qui peuvent être douloureux ou non d'ailleurs. Parce qu'on connaît peu l'histoire douloureuse coloniale, mais on ne connaît pas non plus dans le passé des événements qui nous permettent de se positionner, de se situer. Et le fait que ces histoires, elles ont fait peur, elles ont inquiété, on a voulu tourner la page, on les a peut-être pas assez mises en avant, ou trop en avant. Non pas que l'histoire des tirailleurs sénégalais a aussi à un moment été très médiatique. Au moment, par exemple, de l'Empire colonial français, la présence des tirailleurs légitimait l'histoire coloniale. Donc ce sont des histoires qui créent de l'affect, qui permet à chacun de se positionner dans le récit national. Et maintenant, le récit national, il s'ouvre à toutes les identités, à toutes les collectivités. Et c'est toute sa complexité parce que certains ont peur d'ouvrir cette histoire, ou ont peur que certains prennent la parole. Et c'est pour ça que c'est très important, comme rappelez-vous à l'époque du film Indigène de Rachid Bouchareb, ces jeunes acteurs, jeunes, ils l'étaient à l'époque, comme Jamel Debbouze et d'autres, qui ont pris la main sur un récit qu'ils ont partagé. C'est la même démarche qu'a fait Marcy. Il dit à travers ça, c'est votre histoire. Que vous soyez historien, militant associatif, intellectuel, simple étudiant, citoyen ou acteur, cette histoire fait aussi partie de notre récit commun. Et il le prend à sa manière, il le légitime en le transmettant, et en même temps il a été puisé, je pense, dans son récit personnel, une envie aussi d'aller le raconter. Parce que il transmet aux générations futures ce qui fait aussi aujourd'hui partie maintenant de son identité de Français. Vouloir transmettre, c'est très important, et puisque vous parlez du film Indigène, je me souviens lors d'une projection dans ma cité à Saint-Denis, avec Jamel Debbouze et Luc Besson qui étaient venus, c'était l'événement à l'époque, et c'est vrai qu'on avait vu des mamans aux larmes à l'issue du film, tellement ça rappelait des souvenirs, et surtout elles pouvaient se dire, et je me sens avoir discuté avec elle il y a très longtemps, en disant, bah voilà, au moins là on a un document, un film en l'occurrence, qui permet de transmettre à nos enfants ce que nous-mêmes, parfois on ne raconte pas forcément. C'est vrai que parfois il y a un saut de non-dit dans les familles. Est-ce que c'est le cas aussi dans ce que vous avez ressorti avec Sata sur ce film Tirailleurs vis-à-vis du jeune public justement? Oui, du jeune public, mais pas que. Sur ce film Tirailleurs, on a eu beaucoup de jeunes, mais on a eu aussi beaucoup de papas et de mamans issus directement de cette histoire d'origine Peul qui étaient présents dans les salles. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup de pleurs. Là récemment on a inauguré la place des tirailleurs sénégalais à Port de Clignancourt. Moi j'ai un papa qui m'est tombé dans les bras et qui a pleuré et qui me disait merci, 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 grâce à vous on peut enfin raconter cette histoire. Et c'est vrai que dans les familles directement concernées par cette histoire, ça a été souvent des sujets tabous. C'est des sujets qu'on n'évoquait pas, qu'on ne racontait pas parce qu'elles sont douloureuses. Et puis il y a aussi la manière dont on perçoit l'histoire. Ça peut être difficile de se dire que en tant que Sénégalais, Ivoiriens, Maliens, Mauritaniens, on a combattu aux côtés de la France
dans des guerres qui n'étaient pas les nôtres, et que parfois on a combattu. Enfin, ce qu'il faut rappeler, c'est que le premier régiment a été créé en 1854, en 1857, dans le cadre des guerres de conquête coloniale. C'est-à-dire qu'on a pris des Noirs et des Arabes pour aller coloniser d'autres pays. Donc ça, c'est hyper douloureux. Et ensuite, on a, voilà, moi, mon grand-père était ancien tirailleur. Et c'est vrai que cette histoire, moi, je l'ai connue tard. Ma mère, quand elle me parlait de mon grand-père, elle me parlait de, voilà, de ce papa sapeur-pompier, mais elle ne m'a pas évoqué tout de suite le fait qu'il avait fait la guerre d'Indochine. Et c'est à force de, voilà, de faire des recherches, de lire, de m'intéresser à l'histoire. Un jour, elle me dit, mais tu sais, ton grand-père était ancien tirailleur. Un peu comme ça, quoi. Voilà, je l'ai appris tard. C'est pas en tout cas ce qu'elle mettait en avant quand elle parlait de lui. Quand elle parlait de lui, elle parlait surtout de son activité de sapeur-pompier. Elle nous racontait que c'était le papa qui recevait plein de monde à la maison, qu'il était très à cheval sur l'éducation, l'école, etc. Et je l'ai su tard. Et quand je l'ai su, ben, forcément, tu fais tes recherches, tu lis, et tu te rends compte que c'est une histoire, certes douloureuse, mais que c'est une histoire qui nous permet de comprendre notre présent aujourd'hui et qui va nous permettre de comprendre aussi notre futur. Et ce que je regrette beaucoup, ce que tu disais notamment sur le fait qu'on ait des jeunes qui ne se sentent pas pleinement français. Ouais. Moi, ce qui me frappe encore aujourd'hui, c'est que dans les échanges et les débats que je peux avoir avec des jeunes, on a des jeunes qui n'ont jamais mis les pieds dans leur pays d'origine. Jamais, mais ils ne se sentent pas pleinement français. Donc là, on un peu à mi-chemin, quoi, en fait. Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce que la société française a raté? Qu'est-ce que l'État a raté, en fait, quand on se dit qu'on a des jeunes issus de l'immigration qui n'ont jamais mis les pieds dans leur pays d'origine mais qui ne se sentent pas pleinement français. Ce qu'on a raté, c'est qu'on n'a pas fait le travail de mémoire qu'il fallait faire, la pédagogie qu'il fallait faire à l'école et pas que, et surtout d'investir comme on le fait avec Pascal, notamment avec l'exposition Portrait de France, mais avec d'autres choses, l'espace public. En fait, chaque citoyen français doit se reconnaître dans l'histoire de France. Et se reconnaître dans l'histoire de France, c'est prendre en compte toutes les composantes de l'histoire de France. Et celle-ci en fait partie. Aujourd'hui, on a encore un gros travail à faire. On est trop concentré ou centré sur le fait qu'on crée des missions pour dire qu'il faut faire ce travail. Ces missions, en fait, il faut qu'on arrête. C'est trop action-réaction. Action-réaction, on ne peut pas continuer à dire « Ah, on a tout ce travail de mémoire à faire, alors on va créer telle mission sur l'Algérie, on va créer telle mission sur le Cameroun, on va créer telle mission sur l'histoire coloniale en globalité. » Pour faire en fait juste le constat qu'on fait depuis des années, on fait ce même constat depuis des années. Maintenant, c'est action-réaction, qu'est-ce qu'on fait? Comment on investit l'espace public? Comment on augmente les programmes scolaires? Comment on investit le patrimoine, les musées, etc. En France, dans toutes nos institutions, même patrimoniales, et on ne parle pas que de la Seine-Saint-Denis, mais vraiment partout, en Hexagone, Outre-mer, on a des lieux qui nous permettent de raconter cette histoire. Comment on les met en avant? Ça, c'est la grande question. Comment faire pour que dans le présent et donc pour l'avenir, justement, cette histoire-là soit plus marquée? N'hésitez pas à laisser vos commentaires, notamment vos anecdotes, par exemple, par rapport à ce fait de clamer, de devoir être français. Moi aussi, je suis français. Moi, j'ai une petite anecdote en 2 mots. Lorsque je suis allé voter pour la première fois, par exemple, à une élection, c'est il y a fort longtemps déjà, parce que je ne suis pas si jeune, la présidente du bureau de vote m'a regardé et m'a dit « Vous êtes de quelle origine ?» Je lui ai dit « Mon père est guinéen, ok. » Et là ensuite, elle me dit « C'est marrant, il y a des Guinéens, des Algériens, des Camerounais, mais pas de Français. » Et donc c'est pour ça qu'avec ce genre d'anecdote, on peut se dire « Mais pourquoi elle me dit ça ?» Parce que j'ai la nationalité française, après tout. Voilà, je suis là, je vote, donc c'est toujours vrai, il n'y a pas de raison de le prouver. Parfois des petits signes comme ça, et on voit dans les enquêtes, on en parlera un peu plus tard dans les enquêtes notamment menées dans le baromètre de la diversité, le baromètre des discriminations par d'autres 93, à quel point ça peut marquer. Pascal Blanchard, quand on dit « moi aussi je suis français », moi en tant que noir par exemple, mais ça peut être des personnes sorties du Maghreb ou d'autres, à votre avis, c'est qu'ils sont un peu contents, mais on se sent obligé de le clamer aujourd'hui. Pourquoi c'est pas naturel? Ça ne peut pas être naturel dans l'état d'esprit d'une société qui n'a pas encore reçu une culture, une éducation, une perception, où elle intègre dans sa perception du présent la connaissance de l'histoire. C'est-à-dire, quand déjà vous posez la question à des jeunes, par exemple, à votre avis, l'immigration maghrébine, l'immigration antillaise, l'immigration d'Afrique de l'Ouest, l'immigration malgache ou vietnamienne, c'est quand en France? Bon, déjà, la temporalité ne l'ont pas. Deuxièmement, vous connaissez qui dans ce panthéon? Certains qui se seraient intéressés à la question, vont peut-être vous donner quelques noms. Il va donc y avoir un déficit de connaissances. Donc, si vous n'avez pas identifié et que la collectivité nationale, l'état d'esprit collectif, n'a pas appris à l'école, n'a pas forcément été elle-même grattée, vous vous rendez compte qu'il y a un déficit d'information. Vous parlez d'histoire coloniale, par exemple.
On est un des rares pays européens qui n'a toujours pas un musée d'histoire coloniale. Donc la connaître cette histoire, c'est donc par définition un acte presque individuel d'aller dans la connaissance. Si vous voulez connaître l'histoire de l'esclavage, tout le monde n'écoute pas ce que peut dire la Fondation de l'esclavage. Comme il y a une forme d'effacement et qu'il n'y a pas eu un travail pro-réactif sur ces enjeux, ces espaces mémoriels sont faibles. Donc, dans la perception collective, et qu'en plus il y a un discours xénophobe pour certaines vagues de l'histoire de France, comme si cet autre qui venait de l'ailleurs n'était pas vraiment comme celui qui est depuis toujours ici, qui existe dans toutes les sociétés occidentales et pas qu'occidentales, vous avez un double phénomène. Certains ne se sentent pas chez eux ici, et d'autres ne considèrent pas qu'ils sont chez eux ici. Et ce phénomène, les centres-chocs, c'est des jeunes qui ne sont plus du tout de là-bas. On l'a vu tout à l'heure, peut-être qu'ils n'ont jamais été dans le pays d'origine des parents ou des grands-parents. Et donc pour eux, c'est très compliqué d'être reconnus comme partie prenante de la nation. Et de l'autre côté, comme on n'a pas fait l'éducation de la nation dans son ensemble, dans les manuels scolaires, dans la construction du récit national, dans les expositions proposées, dans la qualité des films qui commencent seulement maintenant à s'emparer de ces récits, vous avez donc un déficit. Et quand il y a un déficit, ce déficit est occupé par du vide. Et bien ce vide, il crée de la distance, au lieu de créer du rapprochement. Ça ne veut pas dire que c'est facile d'appréhender les moments difficiles de l'histoire. C'est complexe. Mais le silence produit plus de traumatisme que la connaissance. Et pour être reconnu, la reconnaissance a besoin de connaissance, de savoir. Et là, vous pouvez commencer à entamer un travail de se dire, la nation française n'est pas que composée, par exemple, de gens comme moi qui viennent de Bretagne. C'est un peu plus complexe. Mais les gens ne le savent pas, tout simplement. Donc, dans leur vision, ils n'ont pas ce réflexe. Ça n'empêchera pas le rejet pour certains, ils n'en rêvons pas. Hein. Oui. Mais, en tout cas, il y a un vrai travail éducatif à faire. Au sens large, pas qu'à l'éducation nationale, travail éducatif. Et en plus de ramener ce travail sur les territoires. C'est-à-dire qu'on ne raconte pas la même histoire à Marseille, à Paris, dans le 93, à Lille ou à Rennes. Les histoires sont différentes en fonction des territoires. Et d'ailleurs, comme disait Kerry James, rappeur que tout le monde connaît, j'imagine, pour ceux qui nous regardent, le savoir est une arme, soyons armés, car sans lui nous sommes des armées. Exactement. Et c'est vrai que cette connaissance à apporter, c'est l'une des clés de voûte. Avant les films comme Tirailleurs ou comme Indigène, il y a quand même toujours hein, sur le journée des journées de commémoration. Et là, on est au mois de mars, je pense notamment à la journée du 19 mars, qui est la journée commémorative des victimes des guerres d'Algérie, mais pas seulement d'ailleurs, hein, aussi des combats en Tunisie et au Maroc. Est-ce que finalement, il s'est passé que c'est pas un peu, je vais pas dire démodé, ces journées-là, mais finalement, justement, ça fait pas forcément son travail où elle passe comme ça, c'est un calendrier, mais bon, un peu comme certains jours fériés, on voit ça passer, ok, c'est le 19 mars, oui, non, mais sans plus. En fait, je dirais pas que c'est démodé, je dirais que pour moi, elles sont nécessaires ces journées, et pour la journée du 19 mars, ce qu'il faut rappeler, c'est que toutes les collectivités ne commémorent pas le 19 mars. Et notamment, on a un certain nombre de collectivités de droite, voire d'extrême droite, qui ne font absolument pas cette cérémonie. Très peu la font, parce que ça reste un sujet tabou autour de la guerre d'Algérie et des sujets encore difficiles à aborder sur ce conflit. Moi, je pense qu'elles sont nécessaires, mais qu'il faut les renouveler. C'est-à-dire que l'événement en lui-même, la cérémonie commémorative, le dépôt de gerbes et le recueil est nécessaire et important pour rendre hommage aux victimes, mais c'est comment, avec ces journées-là, on crée des initiatives. C'est-à-dire qu'on peut organiser des événements, des initiatives. Tu sais qu'on a la journée du 19 mars, du 8 mai, du 11 novembre, là je parle de la mémoire combattante, mais on a aussi le 10 mai pour les commémorations de l'abolition de l'esclavage et le 23 mai qui rend hommage aux victimes de l'esclavage, où là, moi ce que je préconise généralement aux élus, aux maires, aux mairies, c'est saisissez-vous de ces journées pour faire de la pédagogie, organiser des conférences débats, des tables rondes, échanger avec les jeunes, voyez comment vous voulez faire évoluer votre espace public et du coup faites participer la population pour désigner un nom d'une personne qui vous paraît pertinent. Regardez les histoires des territoires, ce que disait Pascal, c'est aussi extrêmement important. C'est comment renouveler ces cérémonies. Parce qu'on est habitué voilà, à faire le 10 mai, à faire toutes ces céérémonies nationales qui sont inscrites d'ailleurs dans le calendrier national. Donc chaque préfet reçoit la circulaire, la transmet aux maires et les maires se doivent normalement d'organiser à minima une cérémonie. Certains ne le font pas. Et concrètement, justement, dans la réalité, est-ce que les maires ou dans les écoles, comment ils reçoivent ce message-là, justement? Et bien en fait, quand on leur apporte un kit complet sur la manière de faire les choses, elles se saisissent de ce kit-là.
avec la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, par exemple, on a créé un kit de commémoration à destination des mères, où on leur explique comment organiser juste une cérémonie commémorative, type classique, donc protocole, etc. Mais on leur donne surtout des outils pédagogiques supplémentaires pour organiser des initiatives et des événements autour de ces 2 journées. Et c'est vrai que sur la période d'avril-mai, on est constamment contacté par les mères qui nous disaient voilà, c'est vrai que nous on ne savait pas faire. Et aujourd'hui, avec ce kit, on a un certain nombre d'idées. Moi, par exemple, je leur dis créer un copil et mettez autour de ce copil l'élu en charge de l'éducation, l'élu en charge des luttes contre le racisme et la discrimination, parce que c'est extrêmement important, l'élu à la citoyenneté, l'élu au devoir de mémoire. Mettez-vous tous autour de la table et voyez comment vous pouvez attirer la population et aussi cette jeunesse autour de... Après, ça dépend vraiment de la politique qui est menée par les élus et ça aussi dépend de la politique qui est menée par l'État. Parce que tout à l'heure, Pascal parlait d'éducation et qu'il fallait faire de la pédagogie et éduquer. Mais les premières personnes qu'on doit éduquer, ce sont nos dirigeants. Leur expliquer que ce travail, cet enjeu mémoriel est extrêmement important. Et nous, on l'a vu, il a fallu à un certain moment interpeller le président de la République pour que des commémorations aient lieu autour notamment du débarquement de Provence, parce qu'il n'y avait pas pensé. Et que si on ne l'avait pas fait, il n'y aurait pas eu de commémoration nationale, très clairement. Donc on a d'autres dirigeants à éduquer, on a bien évidemment l'éducation nationale et on a aussi nos politiques, nos élus qu'on doit sensibiliser et à qui on doit expliquer l'importance de cet enjeu mémoriel. Alors, continuez bien sûr de réagir, je vois pas mal de commentaires là sur les réseaux, sur le Facebook Samara Service, pour rentrer dans ce débat justement autour des questions mémorielles et de l'impact également pour les générations présentes, bien évidemment, mais à venir. Et on voit bien à travers vos propos que c'est une lutte quand même incessante pour faire reconnaître pas à pas, événement après événement, fait historique après fait historique, justement toute sa place finalement au sein du calendrier mémoriel annuel. Intéressons-nous maintenant, avant de prendre les questions pour les 10 dernières minutes, au cas du 93. En plus ici nous sommes à Aubervilliers, je n'ai pas précisé, mais on est à Aubervilliers au cœur du 9-3, notre cher département. Et ici, plus qu'ailleurs, c'est des sujets qui sont prégnants forcément. Quand on voit quelques chiffres, déjà qu'en Seine-Saint-Denis, c'est un territoire où il y a plus de 30% de la population qui est immigrée, et parmi cette population-là, 60% vient d'Afrique, sans compter les jeunes d'origine étrangère, comme moi par exemple. Pascal Blanchard, on a parlé justement de ces questions mémorielles, est-ce qu'elles sont plus présentes en Seine-Saint-Denis qu'ailleurs? Et est-ce que ce besoin peut-être d'exprimer plus de devoir montrer sa francitude, je mets de grands guillemets sur ce terme bien évidemment, est plus fort ici en Seine-Saint-Denis qu'ailleurs en France? C'est différent, pas plus fort. Vous avez autant de prégnance sur ce débat dans le Cantal que ici. Les approches ne sont pas les mêmes, les questions ne sont pas les mêmes, les préoccupations ne sont pas les mêmes. La manière de digérer de manière personnelle le récit n'est pas le même. La manière de revendiquer n'est pas la même. La manière de vouloir comprendre comment fonctionnent les mécanismes de l'histoire et pourquoi l'État ne souhaite pas parler de tel ou tel sujet. Donc les gens vont être peut-être plus virulents sur la question, mais ne nous leurrons pas, si vous allez demain à Pointe-à-Pitre, si vous faites une conférence à Brioude, au cœur de l'Auvergne, ou si vous allez à Marseille, vous aurez une demande sociale, pour des raisons différentes, extrêmement prégnante. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a ici un sentiment sur les territoires, notamment autour des grandes villes, pas simplement Paris. Enfin, se dire, ça peut être valable à Marseille, à Lyon, Strasbourg, Lille. Une demande de dire qu'on a le sentiment d'être des oubliés de l'histoire et des oubliés sur les territoires. Là, il y a une connexion qui se fait très, très clairement chez les jeunes, en disant, notre destin n'est-il pas en fin de compte un destin historique? Comme si la République nous avait condamnés à être en marginalité. Comme si nous étions toujours dans les marches de cette République. Là, vous avez quelque chose qui peut être très fort et très prégnant. Pourquoi? Parce qu'on se réfère toujours à son présent quand on appréhende la question du passé. Et c'est normal. On fait tous ça. Quand on va à une commémoration, c'est qu'on a soit été sensibilisé à la question, soit parce qu'on trouve un intérêt à y aller. Et bien quand on s'intéresse à un sujet, qu'on va voir un film, ou quand on écoute une chanson de rap qui va nous parler d'une thématique, ou quand on ouvre un livre ou une bande dessinée, son cheminement personnel, il y a toujours eu des déclencheurs. Et donc vous rencontrez un public qui est en questionnement. Mais pourquoi nous sommes, nous, toujours dans une situation de... Et là, on va chercher une explication dans le récit. A contrario, les élus commencent maintenant à comprendre sur ces territoires qu'il faut savoir appréhender, comme l'a très bien dit à l'instant, de manière tout à fait différente le commémoratif, le transmissible, le débat pédagogique, la manière même d'aller chercher ces jeunes, parce qu'en même temps, faire venir un jeune sur une commémoration, et ça le sait, c'est pas facile. Et c'est logique. Leur mode
de digestion du savoir, de l'intérêt de ces sujets-là. Alors le cinéma est peut-être plus facile, Netflix va aussi être une solution. Le fait de peut-être passer par d'autres modes beaucoup plus interactifs dessus, il faut aussi savoir que l'histoire ne se transmet pas qu'avec des vieux monsieur, des vieilles dames dans des bibliothèques en train de transmettre l'histoire. Voilà, il faut... Mais on peut l'imaginer, et je comprends très très bien leur appréhension. C'est-à-dire qu'il faut aussi trouver des manières de matcher beaucoup mieux entre passé et présent. Et puis, en même temps, quelque chose que l'on voit nous en faisant tourner l'exposition par exemple Portrait de France, il faut aussi aller créer de la construction qui va re-questionner encore plus loin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de ces jeunes pensent en fin de compte que dans l'histoire, il n'y a peut-être pas des réponses par rapport aux explications du présent. Parce qu'en fin de compte, ils ignorent tellement des pans entiers du récit national, tellement des pans entiers de notre histoire collective, qu'ils manquent souvent d'outils eux-mêmes pour aller contredire les discours qu'on tient sur. Vous posez tout à l'heure la question de la justification permanente d'être français. Dans ce discours, une des premières armes, une des armes essentielles, c'est le savoir. C'est le savoir, c'est le savoir, c'est le savoir. Pourquoi? Parce que ceux qui vous dénient le fait d'être français passent toujours par le récit historique pour dire, vous voyez bien, vous n'êtes pas comme nous. Et donc là, ça veut dire qu'il faut s'armer, et aussi pourquoi? Parce que quand vos enfants rentrent de l'école, vous racontent une histoire où ça s'est mal passé, ou quand vos gamins se posent la question de être français, vous devez être armé ce jour-là pour être capable de leur répondre. C'est pareil quand on travaille avec Estas sur l'espace public, avoir des noms de rues, des noms de bâtiments qui soient beaucoup plus en résonance sur la diversité de la nation. C'est pas juste parce que c'est important de changer un nom de rue. C'est qu'un jour, votre petit garçon ou votre petite fille vous dira « Hé papa, c'est qui El Wafi ?» Et là, dans le travail pédagogique qu'on fait tous avec nos enfants, ce jour-là, vous fabriquez du petit français, vous leur donnez une légitimité, vous leur dites qu'il ne faut pas douter d'eux, parce qu'ils peuvent grandir dans ce pays, c'est le leur. Sauf qu'il faut des fois le dire très fort, pour ceux qui ne veulent pas entendre. C'est un travail qui n'est pas un petit travail simple, il faut travailler par strates. Il faut se dire en plus, c'est à la fois optimiste et pessimiste que je vais vous dire, il faut recommencer tous les 5 ans. Parce que la nouvelle génération... C'est jamais acquis, quoi. On peut très bien le dire, mais après, ça peut s'oublier. C'est comme élever les enfants. Vous vous arrêtez jamais en fait, il ne faut pas croire qu'à un moment c'est fini. Vous continuez l'éducation, c'est un fil conducteur, et elle se renouvelle à chaque nouvelle génération. Et en plus, elle doit s'adapter aujourd'hui à quelque chose de nouveau. Parce que notre travail s'inscrit aussi dans une mondialisation de ces enjeux. Parler du racisme sans tenir compte des situations mondiales, ça n'a pas de sens. Parler aujourd'hui des enjeux de mémoire. Vous voyez bien que quand on déboulonne des statues aux États-Unis, en Angleterre, on le déboulonne aussi en France, ou aux Antilles. Vous êtes obligé de tenir compte de tous ces événements-là aujourd'hui pour arriver à tenir un discours cohérent. Eh ben, en tout cas, n'hésitez pas à réagir, c'est très intéressant ce que vous dites tous les deux. Alors, il y a Adja qui nous arrive qui dit bonjour, j'ai une question. J'attends que la question arrive et je peux ensuite la poser la question. Je préfère le dire directement. Vous pouvez juste continuer à tapoter justement sur le chat, que ce soit sur votre téléphone portable, votre tablette ou bien directement sur votre ordinateur portable, par exemple. Le savoir, c'est très important, effectivement, sachant que aujourd'hui, et là je vais revenir au dernier thème de ce débat du jour, sur les discriminations. Le département de la Seine-Saint-Denis a fait un baromètre. C'est vrai qu'on manque souvent de statistiques dites ethniques, puisqu'elles sont largement réglementées. On ne peut pas faire n'importe quoi, on peut pas faire des statistiques en fonction de la race, de la religion. Mais il y a quelques, on va dire, quelques petits espaces où on peut se faufiler d'un point de vue scientifique et statistique. Et par exemple, le baromètre des discriminations de la Seine-Saint-Denis réalisé l'année dernière montre que 32% des habitants du 9-3 se disent victimes de discrimination. Et la première raison, c'est en fonction de la couleur de peau et ou de l'origine. Par rapport à ce savoir-là justement, ou à cette fatalité aussi de se dire ah, l'histoire fait que, on va forcément être discriminé, l'histoire fait que, on sera forcément considéré comme inférieur. Comment faire justement, sur la base de cette statistique-là, pour lutter contre? C'est un grand débat, mais quels sont les moyens pour que l'estime de soi, après j'ai envie de dire en tant que personne d'origine étrangère, puisse s'élever et combattre justement un peu plus ces discriminations? Déjà, c'est au-delà de l'estime de soi, c'est comment faire en sorte pour lutter contre cette forme de racisme et de discrimination. Moi, il y avait un chiffre qui m'avait vraiment frappé, c'était le dernier rapport du Défenseur des droits, qui disait qu'un homme noir ou un homme d'origine maghrébine avait 20 fois plus de chances de se faire contrôler par la police qu'un homme blanc. Moi, ce chiffre, vraiment, il m'avait frappé parce que on a tendance justement à minimiser un certain nombre de choses, notamment sur la question des violences policières, etc. Où ce que je prône depuis un certain nombre d'années, c'est aussi de former les policiers, les gendarmes, justement, à nos questions, au travail de mémoire qui est essentiel parce qu'on te renvoie toujours à cette couleur de peau. C'est déjà quels moyens on met en place pour lutter contre cette forme de racisme et de discrimination.
là, je sais pas, c'était il y a un mois à peu près qu'on a dévoilé le plan de lutte contre le racisme et la discrimination par la ministre Isabelle Montvisserom, où le plan lui-même, franchement, pour moi, il est vraiment bien, il est nickel, et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Mais il y a un mais. Pour moi, il y a un mais, c'est l'argent. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et dans tout ce dévoilement de plan, il n'y a pas un montant qui a été donné. On a plusieurs ministères qui vont contribuer financièrement à ce plan de lutte. On ne sait pas combien, on ne sait pas comment. Et surtout, en fait, sans montant, on ne peut pas se dire qu'on aura telle subvention qui sera dédiée à ça, aux formations, telle subvention. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et ça, moi, et c'est là où je me dis qu'en France, on a quand même ce problème. On a les Pays-Bas, par exemple, qui ont débloqué 200 millions d'euros sur les questions de travail de mémoire autour de l'histoire de l'esclavage. 200 millions, c'est énorme. Et le Premier ministre a fait un grand discours, il prévoit de faire un autre discours au mois d'août, où ils ont vraiment envie de se saisir de ce sujet. La problématique, nous, ici, sur ces sujets-là, c'est quels moyens on se donne, quels moyens on met en œuvre. Et je parle vraiment financier. Parce que le contenu, on l'a. On a été plusieurs à travailler sur ce plan de lutte contre le racisme et la discrimination, notamment des acteurs de terrain, des associations, des chercheurs, des historiens. Enfin, on a été nombreux et pour le coup, la manière dont il a été fait, je trouve que c'est plutôt, ça a été bien fait. Mais maintenant, quels moyens on met pour l'appliquer? Et tant qu'on ne donnera pas, moi je pense que tant qu'on ne dira pas clairement la France a décidé de débloquer tant de millions d'euros pour mettre en place ce plan, on n'y arrivera pas. Désolée, je suis pessimiste, mais je reste persuadée que... Non, après le contenu du plan, vraiment, il est très bien fait. Oui. Et parmi ces moyens justement de lutte, on a une question d'Alan qui nous demande est-ce que pour construire une communauté de Français diversifiée, il faudrait faire de la discrimination positive? Parce qu'elle recherche toujours un thème qui fait débat en France. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faudrait passer par là forcément? Dans la société française, c'est un sujet qui passe très très mal, parce qu'on se compare toujours à ce qui s'est fait aux États-Unis. Donc aux États-Unis, il y a eu des bénéfices et des côtés très pervertis. C'est très très simple, je vais vous l'expliquer en 2 mots. Ça a permis notamment à des enseignants, si je prends le monde de l'université, afro-américains, et pas simplement afro-américains, indiens, chinois, asiatiques, de pouvoir rentrer à la fac parce que les postes étaient fléchés, et en même temps, ça les a marginalisés dans leur carrière. On a considéré qu'ils n'étaient là, non pas pour leurs compétences, qu'en fin de compte parce qu'ils étaient noirs, asiatiques ou indiens. Donc il y a quelque chose, une sorte de juste équilibre. En même temps, nous ne faisons pas directement de la discrimination positive en France, mais on a une politique extrêmement pro-réactive de recrutement dans le monde de l'entreprise, par exemple. Ça a changé, on est plus il y a 20 ou 30 ans. Sans pour autant qu'en France, le problème c'est de fixer un chiffre. En gros, c'est tout le débat. Donc il faut trouver ce juste équilibre qui fait que ça fonctionne dans les mécanismes français, tout en étant en input. On l'a fait sur les conseils d'administration, on l'a fait sur la place des femmes, on l'a fait sur la place du handicap. En France, c'est le ethno-racial qui pose problème, puisqu'on considère qu'il ne faut pas mesurer, qu'il ne faut pas compter, qu'il ne faut pas voir, puisque la République serait une et indivisible. Exactement. Donc il faut prendre la République à ses propres mots. Moi, je dis toujours avec une sorte de perversion dans le débat, j'ai écoutez, on va prendre une hypothèse simple, il y a à peu près 20% de gens qui ne ressemblent pas. D'accord? C'est ça? Donc si vous avez moins de 20%, vous n'êtes pas bon. Si vous avez plus de 20%, vous êtes bon. Oui, mais 20%, je m'en fous. Je dis que voilà, un 20e, 20%, ça me permet de se dire, est-ce que mon entreprise, est-ce que ma faculté, est-ce que ma dynamique, est-ce que mon association, est-ce que ma pièce de théâtre, est-ce que mon film, est-ce que mes techniciens, est-ce que tout ça représente la diversité française ou pas? Ben, j'ai le sentiment de con parce que tu es en dessous de 20. Ce qui nous permet quand même là d'être dans la statistique, parce que vous dites qu'on connaît peu de statistiques, mais avec le peu qu'on a, on sait à peu près 2-3 petites choses intéressantes. En gros, un tiers des Français ont des grands-parents qui sont liés à l'histoire de l'immigration. On sait qu'à peu près 39% des Français de moins de 25 ans sont liés à l'histoire de l'Algérie, par exemple. On sait aujourd'hui, sur le territoire national, outre-mer compris, que cette histoire coloniale, elle nous lie, pour beaucoup d'entre nous, à un récit familial. On sait que la France est un des pays qui se métisse le plus dans les couples à la 2e génération. Et à la 3e, c'est même incroyable, puisque très peu de gens issus eux-mêmes des immigrations épousent quelqu'un qui est lui-même issu des immigrations à moins de 15%. Donc notre pays... peur à Zemmour, là. Comme quoi, il faut avoir des chiffres. Et pas tant que ça, puisqu'en fait, les gens ne se voient plus à la 3e génération, puisque ça se dilue dans une société de plus en plus diverse. Quand vous dites ça, vous dites justement qu'il doit y avoir un travail qui doit être de promouvoir, sans forcément faire que dans chaque secteur, vous devez avoir un chiffre clé. L'Amérique a eu sa perversion dans son système. Il y a des systèmes qu'il faut regarder. La Hollande ou le Danemark, avant de changer, ont des événements qui ont été très intéressants quand dans certains territoires ils l'ont fait. Donc voilà, je suis pour une politique
à la fois d'affirmative action, de se battre sur un certain nombre d'équilibres, en tout cas de démontrer pour ceux qui ne font rien qu'ils ne font rien, on va le dire. Les mauvais enfants, on va dire, les mauvais élèves, il faut les signaler. Et puis il faut aussi savoir accompagner ça. Par exemple, d'expliquer en quoi on est plus performant, en quoi on est plus ouvert, en quoi on est plus dynamique, en quoi on s'ouvre commercialement sur le meilleur secteur, et puis comment on est plus efficace à l'université. Être plusieurs dans de cultures différentes pour regarder une problématique, c'est toujours meilleur quand vous voulez vendre à des gens qui sont eux-mêmes issus de plusieurs cultures un produit. Ça s'appelle juste de l'intelligence commerciale. Vous voyez qu'il y a un moment le pragmatisme. Et puis, il faut savoir sanctionner, comme sur les discriminations. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le plan, parce que hier on était en train d'en parler justement avec Madame la Ministre, c'est qu'il faut prendre compte qu'il y a une part éducative qui est essentielle et il y a une part de lutte contre les discriminations concrètes. Une discrimination, c'est un crime. Ok? C'est simple. Et en France, nous avons un retard hallucinant du traitement des plaintes et d'emmener ces plaintes clairement en justice avec les problèmes. On a envie de poser des On le sait, on est mauvais. On est mauvais parce que les tribunaux, les mécanismes, les déposeurs de plaintes, tout ça freine, tout ça a des problèmes. Tout ça fait qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas sanctionnés ou les gens ne portent pas plainte. C'est surtout ça, les gens discriminés ne portent pas plainte. Et non, ils n'y vont pas parce qu'ils savent qu'il ne va rien se passer. De toute façon, il ne se passera rien. Et donc, on doit travailler sur les deux registres. On doit éduquer et sanctionner. N'oublions pas que dans tout phénomène discriminatoire, il y a celui qui discrimine. Donc, il y a quelqu'un, il y a un individu. Ça peut être aussi une structure. Et aujourd'hui, en France, nous avons un problème là-dessus pour condamner. Nous avons un problème pour juger. Nous avons un problème pour pénaliser. Et de l'autre côté, on ne peut pas faire que pénaliser si on n'éduque pas. Donc l'État doit changer de ses mécanismes. Tous les mécanismes de contrôle, de surveillance, notamment la haine sur les réseaux sociaux. Et doit être capable de beaucoup mieux sanctionner, mais à côté doit être aussi inattaquable sur le fait de faire beaucoup plus en termes pédagogiques. Emmener des jeunes sur les lieux de mémoire, emmener des expositions dans les territoires, promouvoir à travers le cinéma et la culture des récits, écouter les cultures dans leur différenciation et être capable de les promouvoir et les différencier. Si vous n'en avez qu'un, vous vous trompez sur la mécanique. On doit avancer sur deux pieds pour être efficace. Alors, le débat est passionnant, mais malheureusement, le temps passe. Il nous reste 5 minutes et on a 2 ou 3 questions. On va essayer de répondre de manière la plus brève possible. D'abord, celle d'Adja, du coup, qui a pu taper sa question. Comment parler du passé colonial sans tomber dans la repentance? Elle dit qu'elle a des amis français de souche, elle met entre guillemets, qui sont très gênés quand on commence à parler de ces sujets. C'est un peu le chaos. Tu veux dire, ou... Non, vas-y. C'est un peu léger, cette histoire elle est douloureuse et elle peut culpabiliser des gens qui se sentent aujourd'hui. Je dis toujours, j'aime beaucoup citer mon ami Lilian Thuram quand il regarde la fiche de Banania où il dit « je ne suis pas ça ». Et moi, quand je regarde la fiche de la Colonia, en tant que petit blanc, de plus de 55 ans, homme, ça c'est fait, je ne suis pas ça. C'est-à-dire que je ne suis pas responsable des crimes faits par des blancs il y a un siècle. Il n'y a aucun rapport. Parce qu'un blanc fait quelque chose, que tous les blancs sont responsables. Et c'est pas parce qu'un noir a été stéréotypé que tous les noirs sont dans le stéréotype. La question coloniale, elle est douloureuse, elle est complexe. Mais attendez, Vichy n'était-il pas complexe? La Shoah n'était-il pas complexe? Les relations franco-allemandes n'étaient pas complexes? Le génocide arménien n'est-il pas complexe? Bien sûr que toutes les histoires douloureuses sont complexes, mais on a 11 à poudre là. Donc, il faut prendre des gants. La question n'est pas de savoir si on doit se repentir. La question est de savoir comment on va devoir construire le présent, à la fois un récit sur l'histoire, Omar Sy l'a dit, nous avons la même histoire et pas les mêmes mémoires. Tenir compte de mémoires différentes, être capable de transmettre, d'éduquer, de raconter, de parler de ce récit, tout en étant tout à fait conscient que s'il est mal fait, il est tectonique, mais je rassure cette personne. Si on ne fait rien, sur les réseaux sociaux, il y en a déjà plein qui font pas. Donc autant que ce soit bien fait, intelligemment fait, avec des professionnels et des gens qui prennent le temps d'expliquer. Et à tout le monde, la mémoire des pieds noirs est aussi importante que la mémoire des enfants issus de la colonisation, que la mémoire de ceux qui ont, par exemple, eu un grand-père qui a fait la guerre d'Algérie. Ou quelqu'un qui est en outre-mer et qui se sent exclu de la République. Nous devons tenir compte de toutes ces mémoires et de ces respirations, le faire avec pédagogie, de temps en temps un peu aller pousser les présidents de la République et les élus, et on le fait très très bien avec Alice Attard, en disant notre pays n'a quand même toujours pas un musée d'histoire coloniale. Alors, lutter contre le racisme dans un pays qui a... L'histoire coloniale a commencé en 1534 dans ce pays. Ça va 5 siècles d'histoire. On a de quoi raconter. Et c'est ça. On a de quoi faire. Ça remonte à loin. Des questions, parce que justement, vous parlez de la guerre d'Algérie. J'ai une remarque. Question, donc ça c'est Yasmina qui nous parle. Je reviens d'un voyage en Algérie. Et j'ai l'impression que surtout à cause de ces questions de discrimination qu'on évoquait, la France ne fait plus rêver en Afrique francophone. Pensez-vous qu'on entre dans une nouvelle ère également côté Afrique sur ces sujets? Bah oui, on rentre clairement dans une nouvelle ère, mais pour plusieurs raisons. C'est déjà qu'on a une nouvelle génération. On a des gens issus de la diaspora en France qui traitent le sujet
France-Afrique, entre guillemets, je mets de gros guillemets, d'une manière différente que la génération précédente. Ça, c'est d'une. Deux, on a des gens en Afrique, directement sur place, qui ont une approche différente. C'est-à-dire que c'est plus la génération de nos parents ou grands-parents qui ont été colonisés, mais c'est une génération qui ne souhaite pas forcément quitter le pays parce qu'on est en train de nous vendre très souvent le fait que les Africains veulent venir en France. Ouais. C'est pas vrai. La plupart, ils veulent rester chez eux en Afrique et vivre d'une économie locale. Et même les flux migratoires, les flux migratoires, d'après les études, sont plus intra-africains que de l'Afrique vers l'Europe, comme le récit, on va dire, de certains peut le laisser penser. Très clairement. Donc on a déjà cette nouvelle génération qui appréhende ces questions-là d'une manière différente. Et ce qu'on a aussi, c'est qu'on a le développement des réseaux sociaux, partout. C'est mondial en fait. Donc on a un certain nombre de personnes qui évoquent des choses sur les réseaux sociaux. Bon, on peut avoir des côtés très radicaux et c'est là où nous on a un travail à faire pour expliquer un certain nombre de choses. Mais surtout on a des jeunes, diaspora, non-diaspora, qui ont envie de se développer eux-mêmes et qui n'attendent pas en fait de la France de se développer. Et ce qu'ils veulent, c'est des partenariats gagnant-gagnant. La question de on a un pays qui est au-dessus et qui va donner le là aux pauvres pays africains qui vivent dans la misère, ça n'est pas vrai. Il y a tellement de richesses sur le continent africain qui commencent maintenant à être exploitées au niveau local et surtout on a des partenariats qui se font avec d'autres pays que la donne a complètement changé. Et ça, la France va devoir s'adapter à ça. Et la France va devoir aussi être à la hauteur du discours qu'elle a tenu. C'est-à-dire que depuis 15-20 ans, un discours change. Et depuis 4-5 ans, ce discours a annoncé une nouvelle politique. Les gens sont comme partout, comme les réseaux sociaux, ils regardent, ils disent attendez, on nous a annoncé que le nouveau discours allait accompagner une nouvelle pratique. On vous prend au mot. On veut les voir, vos biens culturels qui reviennent, on veut les voir, vos musées, on veut les voir, la relation différente, on veut voir que les chercheurs puissent circuler entre l'Afrique et la France, on veut voir que vous ouvrez avec les diasporas, on veut voir que vous changez avec le néocolonialisme, on veut voir tout ça. Montrez-nous, vous Français, que votre discours s'accompagne d'une politique concrète, et là, peut-être qu'on aimera la France comme hier. Et bien justement, à ce propos, il y a une question qui est pile dans ce que vous venez de dire de Brahim, ce sera la dernière question. Que pensent nos deux invités de la position de la France, et notamment du président Macron, donc la position actuelle de la France, sur la question post-coloniale, à l'heure où l'Allemagne ou encore les Pays-Bas, que tu présentent des excuses officielles? La France est en retard et en même temps elle a été en avance. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, c'est un exemple très concret, est celui qui a ouvert la boîte de Pandore du retour des biens culturels. Rien à dire avec le rapport Savoie-Sarr, avec un rapport brillant. Et en même temps, on s'est fait rattraper par les Allemands, les Belges et les Hollandais qui ont été plus rapides que nous. La France a ouvert un débat à un moment sur décoloniser le modèle. Très bien. Et puis en même temps, on se rend compte que d'autres vont plus vite que nous. L'Allemagne de Merkel, de Madame Merkel, a indemnisé la Namibie, 1 milliard d'euros, et en même temps a fait démonter toutes les plaques de rue de colonisateurs dans les rues allemandes. Nous, on est un petit peu en retard. Il reste quelques écoles Bugeaud, même si la ville de Marseille vient de démonter le nom d'une école. C'est-à-dire que la France a eu de très belles intentions avec Emmanuel Macron, qui certainement sur ces enjeux a été plus pro-réactif que tous ses prédécesseurs cumulés. Et en même temps, il s'est arrêté au milieu du gué. En même temps, c'est très Macron d'ailleurs. Oui et non, je pense qu'il y a des résistances du temps. Il y a des conservatismes. Il y a beaucoup de conservatisme et on se rend compte, parce que nous, pour être dans le milieu et échanger aussi avec les personnes qui travaillent directement avec le président de la République, on voit que l'intention peut être là, mais que la mise en place est beaucoup plus complexe. Quand on parle de débaptiser, moi par exemple, je ne suis pas pour le déboulonnage des statuts, je pense qu'il faut expliquer très clairement et dire qui a été telle ou telle personne. Par contre, je suis pour qu'on rattrape ces sujets en faisant évoluer l'espace public. On peut mettre des statuts, des steps, il y a plein de choses à faire. En fait, vraiment le plan il est clair, il est simple à mon sens, mais il faut qu'on puisse agir concrètement. Et c'est là où en France on a cette difficulté. On parle beaucoup. Ouais. On ne dit pas assez, si je continue à parler. Il faut passer à l'action. Non, c'est action-réaction en fait. Et ben, ces débats-là, ils vont continuer à être nourris sur nos pages, Amara Service, Incent Saint-Denis. Merci beaucoup à tous les deux, Aïssa Tassek, Pascal Blanchard, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour inaugurer ce nouveau concept. Il n'y a pas que la street, et on voit bien que derrière la phrase « moi aussi je suis français », il y a beaucoup de concepts, beaucoup de connaissances à acquérir et beaucoup de choses à faire dans la lutte pour les discriminations. Continuez de discuter parce que même après le live, de toute façon, vous pouvez continuer de commenter, de retrouver cet épisode, les meilleurs moments également sur nos différents réseaux sociaux. Et maintenant qu'on a posé les bases du passé, dans les prochains numéros, on parlera également des initiatives dans tous les domaines économiques, sportifs, culturels, parce que finalement, il n'y a pas que la street, il y a également de belles choses dans la vie. Mon nom est Karim Baldé, merci d'avoir été avec nous, bonne journée.